Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette finale 2021 de notre concours Ma thèse en 180 secondes de l'UQAM. Mon nom est Joanie Doucet et je fais partie de l'équipe de la division des relations avec la presse et événements spéciaux du service des communications de l'UQAM. Et j'ai le plaisir d'animer cette compétition pour une deuxième fois. Nous en sommes maintenant à notre 11e édition de MT 180. Merci aux candidats de se prêter au jeu année après année. Merci aussi à nos précieux membres du jury qui nous accordent leur temps. Et merci aussi à ceux qui nous écoutent du bureau ou de la maison, que ce soit sur le Zoom ou en Facebook Live. Je tiens à souligner que notre finale 2021 s'inscrit dans la programmation du Printemps de la recherche et de la création organisée par le vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion qui se tient jusqu'au 6 mai. Plusieurs activités très intéressantes sont au menu. Je vous invite d'ailleurs à aller vous inscrire à l'une d'elles sur leur site Web. Avant de vous expliquer le déroulement de la compétition, j'aimerais vous présenter nos membres du jury. Nous avons l'honneur de compter sur 3 personnes qui sont fidèles depuis plusieurs années. Il s'agit de Madame Sophie Malavoie, vulgarisatrice scientifique et ancienne directrice du Cœur des sciences, Monsieur Patrice Potvin, professeur au département de didactique et titulaire de la chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie, et M. Jean-Pierre Richer, directeur du service de la recherche et de la création. Nous avons également le privilège de compter sur 2 nouveaux membres du jury et nous les remercions d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation. Ces personnes sont Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef du magazine Québec Science, et Valérie Bouchard, doctorante en psychologie et gagnante de notre finale institutionnelle 2020. Le concours MT 180 est réservé aux étudiants inscrits au doctorat dans l'année 2020-2021. Il s'agit d'une présentation orale de 180 secondes dans laquelle le candidat résume et vulgarise sa thèse. Je tiens juste à préciser, on éprouve présentement des petits problèmes techniques. On va donc enchaîner avec notre 3e candidate. Je vous rappelle que vous allez pouvoir voter aussi pour votre coup de cœur à la toute fin, que ce soit sur Facebook Live ou sur Zoom. Alors, notre 3e candidate est Martha Moreno Ibanez, doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère. Le titre de sa thèse non vulgarisée est « Étude des mécanismes de formation des dépressions polaires en utilisant le modèle régional canadien du climat ». 3, 2, 1, c'est à toi, Martha. Vous imaginez sûrement l'Arctique comme un endroit calme, paisible, avec des petits ours blancs qui prennent une marche sur la glace. Mais c'est pas exactement comme ça. Octobre 2001, les grands nord norvégiens. Une tempête s'est rapidement intensifiée sur l'île de Vanoya avec des rafales atteignant 180 km/h. Une embarcation chavire et un de ses membres d'équipage est décédé. Selon les prévisions météo, la tempête aurait dû avoir lieu presque 400 km plus loin. Aurait-on pu mieux prévoir cet événement? La tempête dont je vous parle, c'est ce qu'on appelle une dépression polaire. Les dépressions polaires sont des tempêtes maritimes intenses qui se développent près des pôles pendant la saison froide. Elles sont plus petites et de plus courte durée que les tempêtes hivernales qui frappent souvent le Québec. Petites, mais costaudes. Ok, oui. Elles sont associées à des conditions météorologiques sévères, comme des forts vents qui peuvent atteindre la force d'ouragan et des chutes de neige importantes. Vous comprendrez donc l'importance de bien les prévoir. Le problème, c'est que contrairement aux tempêtes hivernales, il est difficile de prévoir leur trajectoire, voire tout simplement leur formation. En plus, on ne sait pas toujours comment elles se forment exactement. Il semble être un hybride entre ouragan et tempête hivernale. Avec ma recherche, je vais contribuer à améliorer la prévision des dépressions polaires. La première question à laquelle je vais répondre est: est-ce que le modèle régional canadien du climat est capable de simuler correctement les dépressions polaires? Si oui, alors je peux l'utiliser pour répondre à ma deuxième question. Comment se forment les dépressions polaires? Première étape, j'ai simulé les dépressions polaires avec le modèle régional canadien du climat, qui est un modèle atmosphérique à haute résolution.
Un modèle atmosphérique est tout simplement l'exécution d'un programme informatique, une simulation, pardon, est simplement l'exécution d'un programme informatique qui contient un modèle atmosphérique. Et un modèle atmosphérique est un ensemble d'équations qui représentent les lois qui régissent l'évolution de l'atmosphère. Si on divise l'atmosphère dans un grand nombre de petits cubes, on peut appliquer les équations dans chaque cube afin de calculer à chaque moment l'évolution de la température, des vents, etc. Donc, finalement, on aura une image 3D de l'atmosphère en différents moments. Deuxième étape, je vais comparer les résultats de mes simulations avec les observations pour vérifier que la dépression simulée est similaire à celle observée. Par exemple, est-ce que les nuages issus de ma simulation ressemblent aux nuages observés dans la réalité? Troisième étape, je vais analyser les mécanismes de formation des dépressions polaires. Par exemple, je peux analyser les rôles qui jouent les transferts de chaleur de l'océan vers l'atmosphère. Et vous êtes probablement en train de vous demander, à quoi ça sert tout ça? Si je démontre que je suis capable de faire des prévisions de dépression polaire avec mon modèle, on peut le prévoir alors. Donc, nos petits ours blancs pourront continuer à se promener tranquillement sans risque sur la glace. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Martha, pour cette présentation très enrichissante. Donc, nous allons maintenant passer à notre quatrième candidate, qui est Catherine Emmanuelle Drapeau, doctorat en psychologie. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est Art, relations thérapeutiques et trauma vicariant, une étude phénoménologique de l'expérience des thérapeutes qui œuvrent auprès des clients traumatisés de la réponse par l'art post-séance. Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Catherine Emmanuelle. Saviez-vous qu'en 2015-2016 seulement, plus de 25 000 personnes qui ont survécu à des violences atroces ont trouvé refuge au Canada? La psychothérapie auprès de ces personnes est un travail qui est complexe, dans lequel le psychothérapeute peut se trouver à la fois inspiré et confronté à plusieurs défis. Prenons le cas de Léa, qui est psychothérapeute auprès de nouveaux arrivants depuis plusieurs années. Jour après jour, Léa écoute avec empathie des récits de courage et de trauma, voire de cruauté humaine. Aujourd'hui, Léa voit le monde autour d'elle différemment qu'auparavant. Elle s'y trouve plus méfiante et elle questionne le sens de son travail. C'est comme si le tissu qui emballe les croyances de Léa envers le monde et envers elle-même s'est effrité et que ses valeurs par lesquelles elle s'identifiait sont devenues teintées, changées. Ce que Léa ne sait pas, c'est qu'elle vit un trauma vicariant et que c'est un phénomène normal qu'on observe chez les thérapeutes en trauma. Pourquoi s'y intéresser? Parce qu'il peut y avoir des effets négatifs dans la vie du thérapeute, comme une diminution de son empathie et de sa capacité à garder un bon lien avec son client. Heureusement, la recherche indique des moyens de prévention, comme la formation continue et une meilleure connaissance de soi. Par ailleurs, il est démontré que de s'exprimer par l'art suite à une expérience, telle qu'une séance avec un client, ce qu'on nomme la réponse par l'art, peut favoriser la transformation du trauma vicariant en une expérience de croissance, par exemple. Ce que la recherche ne nous dit pas encore, c'est comment la formation continue et la réponse par l'art pourraient se rencontrer et comment cette rencontre s'inscrirait dans l'expérience de psychothérapeute comme Léa. C'est ce que, par une méthode qualitative, mon projet de thèse doctorale vise à explorer. Concrètement, cela implique 3 étapes. Premièrement, j'ai conçu un atelier de formation visant la sensibilisation au trauma vicariant et l'introduction de la réponse par l'art. J'ai formé une art-thérapeute pour l'animer et recruté 7 psychothérapeutes pour y prendre part. Deuxièmement, l'atelier a eu lieu, il a été enregistré audiovisuellement et en visionnant l'enregistrement, j'ai pu comparer le cadre préconçu de l'atelier à son déroulement en temps réel et confirmer qu'il s'est déroulé comme il avait été prévu. Enfin, j'ai rencontré les participants pour 3 entretiens au cours des 2 mois suivant l'atelier et je vais faire l'analyse thématique des verbatim, c'est-à-dire que je vais faire ressortir les thèmes saillants dans l'ensemble des propos pour mieux comprendre c'était quoi leur expérience et d'identifier les retombées à court et moyen terme de cette expérience pour les participants. Le tout va permettre de cerner des recommandations pour la formation continue et pour la pratique de la réponse par l'art pour des individus à risque de trauma vicariant. Un effort qui est essentiel pour la préservation du bien-être d'individus comme Léa qui font don de soi pour le bien-être des autres. Merci beaucoup.
Bien, merci beaucoup, Martha, pour cette superbe présentation. Je voulais juste vous aviser qu'on va reprendre les présentations de Denis Menoz et Éliane Dussault à la toute fin pour une question d'équité, évidemment, là, pour le prix coup de cœur. Si le public n'a pas pu assister à leur présentation, c'est pas juste pour eux. Donc, on va les reprendre à la toute fin. Alors, maintenant, passons à notre 5e candidat qui est Martial Rousseau, doctorat en administration et le titre de sa thèse non vulgarisée, le consultant en développement organisationnel, sujet au cœur des paradoxes du métier. Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Martial. Bonjour à tous. Notez que si je suis assis par terre, c'est parce que je suis encore tombé aujourd'hui de ma chaise de travail. En fait, je tombe souvent de ma chaise à terre à cause de mon perfectionnisme. Mais finalement, j'apprends à prendre ma place en même temps que j'étudie le paradoxe des consultants en organisation du travail qui font face à une injonction de performance, justement. Coïncidence? Peut-être pas. Boris Cyrulnik, le penseur justement de la résilience, prétend que le simple choix de l'objet de science est un aveu autobiographique. J'analyse la souffrance et le plaisir au travail à travers 3 dimensions. Première, le pouvoir d'agir. C'est la capacité que l'on a pour face aux tâches. La deuxième, c'est la puissance d'agir, c'est la capacité d'exprimer ses émotions à l'aide des autres, éventuellement. Le troisième, c'est l'empowerment qui vient avec la reconnaissance, la sienne et celle des autres. Chacune de ces dimensions, on peut la voir comme un pied de chaise de travail, justement. Car 3 pieds suffisent à une chaise pour s'asseoir et ne pas tomber. Pensez à un trépied, justement. Je réalise ma méthodologie, ma recherche-action en 4 temps. Premier, je demande aux consultants de me décrire un épisode clé de leur souffrance au travail afin de m'asseoir à leur place et avoir les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes gestes. Et ainsi, de la sorte, ils me parlent de leur travail non seulement réalisé, mais aussi de leur travail réel, celui qui ne se voit pas. Deuxième temps, nous discutons tous ensemble autour de leurs places qui leur sont attribuées par leur entreprise. Troisième temps, je donne de la place à leur histoire personnelle et familiale. Et quatrième et dernier temps, je leur rédige un récit de vie métaphorique, soit un récit, une histoire par laquelle je leur propose une hypothèse de sens à leur souffrance. Oui, car le postulat de ma recherche veut que la souffrance soit un point de rencontre entre une histoire personnelle et une situation de travail. Et devinez quelle métaphore j'utilise? Je vous laisse deviner. Non, justement, c'est pas une chaise. C'est plutôt une chose qui leur parle à eux. Exemple, un bateau pour un marin et même un Jedi pour un fan de Star Wars. Et donc, je propose de la sorte une méthodologie qui, moi, me permet, en même temps que j'avance ma recherche, de m'auto-analyser et de m'émanciper de moi-même. Aussi, on peut voir ça comme une méthode pour celles et ceux qui souffrent comme moi, présentement d'anxiété de performance, et qui pourraient donc eux-mêmes s'émanciper. Et j'en tombe par terre parce qu'il y a une épidémie. Merci beaucoup, Martial. C'était très serré avec le chrono. J'amène une petite précision pour les présentations de Denis et Éliane à la toute fin. Elles seront seulement pour le public. Donc, le jury les a déjà évaluées au départ et le jury les ont très bien entendues. Donc, ce sera seulement pour le public. Alors, poursuivons avec notre 6e candidate. Il s'agit de Maude Roy-Vallière, doctorat en éducation. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est « Composante de la qualité structurelle et des processus dans des groupes d'enfants de 4 ans fréquentant des maternelles et des CPE québécois. » 3, 2, 1, c'est à toi, Maude. Chaque jour,
près de 47 000 enfants québécois de 0 à 5 ans se retrouvent dans des services éducatifs qui ne sont ni adaptés ni stimulants pour leurs besoins. C'est presque un enfant sur 7. Inquiétant, non? Aujourd'hui, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un parent d'un enfant de 4 ans. Peut-être que vous l'êtes déjà. Dans cette histoire, vous avez été frappé d'une chance inouïe. Vous avez décroché une place en CPE alors que vous deviez retourner travailler. Les services subventionnés, c'est bon pour le portefeuille. Mais alors que s'approchent les 4 ans de votre bout de chou, une nouvelle option s'offre à vous, la maternelle 4 ans. Vous vous questionnez, est-ce que mon enfant devrait changer de service éducatif? Et avec raison. Rappelez-vous qu'un enfant sur 7 fréquente un service qui ne répond pas à ses besoins développementaux. Cette question, bien des parents se la posent à chaque année, tout comme des éducatrices, des enseignantes, des politiciens et même des chercheurs. Si bien que c'en est devenu un débat pour ou contre la maternelle 4 ans, dont vous avez peut-être entendu parler. Et c'est là que ma recherche intervient. Je m'intéresse à mesurer la qualité éducative en maternelle 4 ans et en CPE, dans le but non pas de débattre, mais plutôt d'améliorer les deux services. Un service éducatif de qualité, c'est un service qui est adapté aux besoins de l'enfant et qui lui offre des activités stimulantes pour son âge. Donner un objet coloré à un bébé, et c'est définitivement stimulant. Mais pour les enfants de 4 ans, la qualité éducative, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Imaginez-vous un jardin où les enfants sont des fleurs. D'abord, nous avons la qualité structurelle. Pour pousser, les fleurs ont besoin d'un environnement approprié, d'eau et de terre, par exemple. La taille du groupe ou la formation de l'éducatrice sont des éléments d'environnement qui permettent aux enfants de bien pousser. Mais il y a aussi la qualité des interactions. Pour pouvoir s'épanouir, les fleurs ont besoin d'une abeille qui pollinise, qui passe d'une fleur à l'autre. Les enfants ont donc également besoin des interactions avec l'adulte pour pouvoir se développer pleinement. Ma recherche les a allés sur place, dans les milieux, et a observé les interactions et la qualité structurelle dans le but de cibler, en fait, oui, les faiblesses, mais de s'appuyer sur les forces de l'un et de l'autre des services pour suggérer des améliorations. Elle permettra aussi de suggérer des orientations pour les politiciens afin de mettre en place des réels changements dans les milieux, ce qui, ultimement, vous permettra à vous, les parents d'enfants de 4 ans, de pouvoir choisir sans avoir à vous inquiéter pour le développement de votre enfant. Merci beaucoup. Merci, Maude, pour ta présentation. Alors, maintenant, nous allons enchaîner avec notre candidate numéro 7. Ah oui, n'oubliez pas de retenir votre présentation coup de cœur parce qu'à la fin, vous allez pouvoir voter. Donc, notre prochaine candidate est Taranee Javanbart, doctorat en informatique cognitive. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est « Modélisation informatique du désordre des croyances épistémiques ». On me dit, Taranee, que ta caméra est fermée. Pourrais-tu l'ouvrir ainsi que ton micro, s'il vous plaît? Puisque c'est ton tour. Est-ce qu'elle est ouverte maintenant? Non, toujours pas. Est-ce que Taranee est avec nous? Elle est dans la réunion, mais micro et caméra. Ah! Taranee, elle avait un petit enfant à la maison, donc peut-être qu'elle a un petit problème à la maison. Donc, ce que je suggère, c'est qu'on passe tout de suite à la 8e candidate. Et si elle se connecte entre-temps, on va pouvoir revenir à elle. Donc, la 8e candidate est Minette Carole Jaman Ganzo. Oh, pardon. Bon, on me dit que Taranee est de retour. Taranee, est-ce que vous seriez prête à faire votre présentation? Vive le direct et vive la technologie, je vous le dis. Bon, alors Taranee, c'est à toi. Je vais nommer le titre de ta thèse. Tu peux ouvrir ton micro et ta caméra et on comprendra là, si ton enfant vient en arrière, il n'y a aucun problème. Alors, le titre de sa thèse non vulgarisée, « Modélisation informatique du désordre des croyances épistémiques ». Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Taranee.
Bonjour à tous, je présente aujourd'hui mon projet de thèse sur le désordre cognitif. En fait, c'est lié au problème de l'inconsistance des croyances épistémiques qui sont basées sur le manque ou le désordre au niveau des croyances acquises par les humains. Comme vous voyez ici dans la figure 1, le processus de l'apparition et de la réduction de la dissonance cognitive chez les individus. Donc, la première étape, éventuellement, s'agit de la contradiction cognitive qui peut mener à la dissonance ou au problème de désordre cognitif qui est en fait problématique et ça peut produire l'inconfort chez l'humain. Et donc, l'individu peut être motivé pour résoudre et réduire ce problème cognitif. Dans la figure 2, vous voyez l'identification de l'inconsistance. Donc, l'individu va aller vers l'étape de l'explicitation de la dissonance cognitive. Donc, il va essayer de résoudre ce problème de l'inconsistance au niveau de son sentiment de désaccord. La figure 3, vous voyez sur ma diapositive, s'agit des objectifs de ce projet de thèse. Donc, j'identifie les autres au niveau des croyances épistémiques et donc, je crée un logiciel qui est capable de prédire, d'analyser et de résoudre cette inconsistance. En gros, en fait, j'ai utilisé plusieurs méthodes parmi lesquelles je peux mentionner les logiques formelles, le modèle de l'arbre et aussi une méthode qui s'appelle Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution ou TOP6 que vous voyez ici dans la figure 4. Il s'agit de l'identification des membres ou des candidats dont les caractéristiques ont l'inconsistance. Donc, vous voyez les deux extrémités avec les couleurs rouge et vert. Donc, on essaie de voir la distance par rapport à ces deux extrémités et analyser des données. Dans la figure 5, vous voyez le réseau des croyances épistémiques chez les humains. Et vous voyez aussi dans les figures qui suivent, les figures 6 et 7, le modèle de l'arbre. Donc, il s'agit de la représentation des catégories. Donc, je cherche à déterminer la probabilité de croisement des catégories qui est dépendant du nombre des branches de l'arbre et aussi des longueurs des branches. Ça veut dire ça dépend des membres des catégories et aussi de leurs caractéristiques qui peuvent mener à l'accroissement des catégories. Et donc, j'ai préparé un questionnaire incluant des questions là-dessus qui, en fait, pour compléter les analyses. Donc, vous voyez dans le tableau 1, toutes les étapes que j'ai utilisées, les logiques formelles pour la formalisation, le modèle de l'arbre pour la modélisation et le top 6 pour prédire, analyser et aussi résoudre l'inconsistance des croyances épistémiques. Et mon projet de thèse a plusieurs perspectives que je peux mentionner ici, entre autres, les problèmes de langage qui peuvent être résolus avec ce projet et aussi les problèmes de croyances épistémiques au niveau de leur inconsistance avec une étude statistique et aussi, entre autres, je peux mentionner les sciences cognitives et aussi les sciences de l'environnement, par exemple, l'étude de l'eau comestible. Je vous remercie pour votre attention. Ouf! Merci, Taréné, tu peux reprendre ton souffle maintenant. Donc, la 8e candidate est Minette Carole Jamen Ganso, doctorat en études et pratiques des arts et le titre de sa thèse vulgarisée, là c'est à mon tour de prendre mon souffle, un abécédaire contre le sexisme ou comment créer de nouveaux pictogrammes et idéogrammes dans l'alphabet Shumum du peuple Bamoun pour lutter contre les inégalités de sexe et les violences faites aux femmes. Alors 3, 2, 1, c'est à toi Minette Carole. Nous sommes à la fin du 19e siècle, en 1895, dans le Noun, pays Bamoun de la région de l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. Dans cette Afrique en proie à la colonisation européenne, un roi, Njoya, devient célèbre en inscrivant le Cameroun dans la modernité à travers l'invention de l'alphabet Akaoku, composé de 80 pictogrammes. Il veut défendre son peuple et marquer son identité. Cet alphabet, alors enseigné exclusivement aux hommes, représente uniquement les femmes liées aux hommes de pouvoir en excluant les autres. Mes travaux de recherche m'ont permis d'inclure les femmes issues de toutes les catégories exclues. La réalité qui demeure est dans la suivante. La société Bamoun est une société patriarcale dans laquelle les femmes sont victimes de toutes sortes de violences, telles que la pratique du veuvage, la polygamie, les mutilations génitales, le repassage des seins. Eh bien, qu'est-ce que le repassage des seins? Je ne l'ai pas vécu, mais ma sœur, oui. Regardez cette pierre. En cuisine, elle sert à écraser les aliments.
Mais dans la tradition Bamoun, elle sert à écraser les seins des jeunes filles de moins de 15 ans pour retarder la croissance précoce des seins. Et pourquoi? Imaginez, pour les protéger des mariages forcés et précoces. Selon certaines croyances, dans la société Bamoun, une fille qui a des seins est une femme, quel que soit son âge. La machine à coudre sur la diapo est là pour rappeler que je suis une artiste en design de la mode. Avec mon art, je dénonce les fléaux qui minent la vie des femmes et des hommes dans la société Bamoun et je contribue à la valorisation de l'image des femmes de ce peuple. Pour ce faire, je me sers des théories décoloniales qui questionnent l'histoire et mettent en lumière la réalité des femmes africaines. De cette façon, je décolonise les esprits et les imaginaires. Ainsi, je me plonge dans le passé pour dénoncer la réalité du présent afin de les projeter dans le futur. Ma recherche est alors d'inventer et de designer un nouvel alphabet plus représentatif et inclusif. J'inscrirai alors ces pictogrammes visiblement dans la conception des vêtements qui couvriront le corps des femmes Bamoun pour les valoriser et celui des hommes pour les sensibiliser. De cette façon, mon message sera véhiculé, déjouant la réaction négative de la suprématie masculine. Retenons alors, ma réflexion nourrira ma création et ma création guidera mon projet théorique. Pour paraphraser Fanon, oh mon corps, fais toujours de moi une femme qui interroge. Merci. Merci beaucoup, Minette Carole, pour cette présentation très sentie. Passons maintenant au candidat numéro 9. Il s'agit de Paul Ayotte, doctorat en psychologie. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est « La place des nouvelles technologies dans les premières années dans la relation grand-parentale, exploration auprès de grands-parents vivant au Québec ». Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Paul. Imaginez un bébé que vous voyez à travers une tablette que vous tenez entre vos mains et un sourire à travers les deux écrans. Bonjour, je m'appelle Paul Ayotte et je vais vous présenter aujourd'hui la place des nouvelles technologies dans les relations entre les grands-parents et leurs petits-enfants de 5 ans et moins. Les premières années de la vie sont cruciales dans le développement d'un enfant et les relations sociales y jouent un rôle central. La pandémie de la Covid-19 et les mesures mises en place pour restreindre la propagation du virus ont fondamentalement changé le quotidien des familles et leurs interactions. Les grands-parents, faisant partie d'une des classes sociales ayant été grandement impactées par l'isolement social, il est maintenant impossible d'ignorer la place des nouvelles technologies qui jouent dans le maintien des relations sociales. D'ailleurs, en 2020, en juin, l'Institut national de santé publique du Québec a recommandé que les enfants de 0,5 ans puissent voir les adultes significatifs qui sont maintenant éloignés d'eux, incluant donc les grands-parents. Ma thèse, débutant dès 2017, tous les résultats que je vais vous présenter s'insèrent avant la crise actuelle. Ma méthodologie, combinant quantitatif et qualitatif, j'ai pu réaliser des questionnaires puis des entrevues auprès de grands-parents vivant au Québec. C'est pas moins de 363 grands-parents qui ont participé à l'aventure. Mon intérêt, mieux comprendre du point de vue des grands-parents les liens entre la distance géographique, la fréquence de contact avec le petit enfant avec ou sans les nouvelles technologies, la qualité des relations au sein de la famille et le bien-être du grand-parent. Par la suite, j'ai sélectionné 13 grands-parents qui ont participé à des entrevues où j'ai pu à ce moment-là m'intéresser à la relation qu'ils avaient avec leur petit enfant et l'utilisation qu'ils avaient des nouvelles technologies. Ces 13 grands-parents-là, ils ont été sélectionnés spécifiquement pour pouvoir approfondir les liens que j'ai observés précédemment dans les analyses de mon questionnaire. Les premiers résultats démontrent statistiquement que la fréquence de contact avec les nouvelles technologies est associée positivement à la qualité de relation avec le petit enfant et ultimement avec le bien-être du grand-parent. De plus, ma thèse démontre que la relation à l'aide de nouvelles technologies ne remplace pas la relation en personne. Au contraire, elles se nourrissent l'une l'autre, comme le fait que le petit enfant puisse reconnaître le visage
la voix de son grand-parent malgré la distance, ou encore la possibilité qu'ont les grands-parents de pouvoir s'immiscer dans le quotidien des familles, ne serait-ce que 180 secondes. Ma thèse, finalement, justifie la place qu'ont les nouvelles technologies dans les relations grand-parentales durant les premières années. Elles mettent en évidence que les grands-parents ont besoin de voir leurs petits-enfants à travers un écran, mais également en personne. Merci. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation. Maintenant, passons à notre 10e candidat. Il s'agit donc d'Étienne Clermont, doctorat en administration. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est « Évolution des pratiques comptables sur les transactions du marché du carbone et relation avec la prise de position du normalisateur en l'absence de normes. Une lecture conventionnaliste. » 3, 2, 1, c'est à toi, Étienne. En contexte de changement climatique, plusieurs nations ont mis en place des marchés du carbone pour forcer les sociétés polluantes à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, de plus en plus de sociétés polluantes doivent maintenant adhérer à ces marchés du carbone. Elles doivent en plus choisir une méthode comptable qu'on va appeler ici une comptabilité carbone, et ce, en l'absence de normes. En fait, le normalisateur comptable international, l'IASB, tente depuis 2003 d'élaborer une norme de comptabilité carbone, mais sans succès. En fait, le contexte est complexe. Propice pour ma recherche, mais complexe, dans le sens où il a initialement essayé d'imposer une méthode comptable que finalement les sociétés polluantes ont rejetée. Donc, mon objectif est de comprendre comment les sociétés polluantes choisissent leur méthode comptable en l'absence de normes. Et pour faire ça, je suis parti d'un postulat. La pratique vient avant la norme, voulant dire qu'il faut laisser le temps aux sociétés polluantes de développer une pratique de comptabilité carbone avant d'intervenir et de jouer leur rôle. C'est à travers une analyse documentaire des rapports annuels de sociétés polluantes, des documents des normalisateurs, des documents des grands cabinets comptables, que j'ai pu observer justement le développement de cette comptabilité carbone et elle s'est faite sous 3 conditions. On parle ici d'un ancrage en premier. L'ancrage étant une méthode comptable existante pour un sujet qui est similaire à laquelle la société peut se raccrocher. Ensuite, il faut une cohérence entre cette méthode comptable choisie et l'ensemble des méthodes comptables de la société, donc son système comptable. Il faut que ce soit cohérent tout ça ensemble. Finalement, on va parler d'une légitimation par des acteurs influents de la méthode comptable. Dans ce cas-ci, on a parlé des cabinets comptables qui sont venus indiquer justement quelle était la méthode qu'eux ils recommandaient en l'absence de normes. Donc, sous l'effet de ces 3 conditions-là, j'ai pu observer entre 2005 et 2018 le passage d'une pratique très diversifiée en 2005 qui s'est uniformisée à travers le temps. On pourrait pratiquement parler maintenant en 2018 d'une pratique conventionnée, indiquant qu'il pourrait être temps pour le normalisateur de jouer son rôle. Mais attention, vouloir maintenant imposer une méthode comptable qui n'aurait pas été choisie par les sociétés polluantes, c'est de s'exposer à des très gros défis de normalisation. Souvenez-vous, la pratique avant la norme. Merci. Merci beaucoup, Étienne, pour cette présentation. Donc, nous allons maintenant reprendre la présentation, les 2 premières présentations, en fait, étant donné les petits problèmes techniques qu'on a eus au début. Donc, c'est au tour de Denis Moneuse, doctorat en administration. Le titre de sa thèse vulgarisée est « L'appropriation des politiques ». Excusez-moi, c'est parce que je faisais un signe à mon collègue Patrick pour voir s'il était prêt avec la présentation PowerPoint. Je recommence le titre de la thèse. L'appropriation des politiques d'égalité professionnelle par les acteurs organisationnels remettent l'agentivité au centre. Donc, 3, 2, 1, c'est à ton tour, Denis.
Cela fait des millénaires que les femmes souffrent d'inégalités au travail par rapport aux hommes. En 3 minutes, je vais vous expliquer comment on peut résoudre ce problème. Ces inégalités, vous les connaissez. Une moindre rémunération pour les femmes par rapport aux hommes, plus de violence au travail, avec par exemple les cas de harcèlement sexuel, et puis surtout une plus grande difficulté à atteindre les postes les plus élevés dans l'entreprise. Comme on le voit sur le schéma en haut à gauche, les femmes n'ont pas les mêmes échelles que les hommes pour atteindre le sommet de l'entreprise. Vous allez me dire, ces dernières années, pourtant, les entreprises ont mis en place des politiques pour aider les femmes, avec des formations, du coaching, du training, etc. Oui, malheureusement, ces mesures, en fait, n'ont pas eu les effets escomptés. Elles sont lentes et parfois contre-productives. Si bien qu'à ce rythme, il faudra attendre encore des centaines d'années pour atteindre enfin l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi ça marche pas? Ça marche pas parce que les entreprises ont joué sur des politiques basées sur l'obligation. Elles ont imposé les mêmes politiques partout dans l'entreprise sans consulter les gestionnaires et puis les employés. Ça a provoqué 3 types de réactions. Les gestionnaires se sont plaints d'avoir trop de contraintes. Ils ont fait aussi des formes de résistance au changement, c'est-à-dire qu'ils ont parfois fait semblant d'appliquer la politique. Et puis, du point de vue des employés, ça a développé la crainte, notamment la crainte d'effets pervers. Par exemple, les femmes ont peur d'être promues parce qu'elles sont une femme et non pas en raison de leurs compétences, de leurs capacités. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé 2 entreprises qui ont réussi à augmenter fortement le nombre de femmes à des postes à responsabilité en quelques années. Alors, vous allez me demander, mais c'est quoi le secret? Le secret, il tient en un seul mot, appropriation. L'appropriation, c'est le fait de laisser des marges de manœuvre, de l'autonomie aux gestionnaires pour qu'ils puissent expérimenter, customiser la politique suivant les besoins et pour l'adapter à leur terrain, à leur situation. Et ça change tout parce que la politique n'est plus une contrainte, mais est une opportunité. Une opportunité pour les gestionnaires de réfléchir à la façon de travailler, de recruter, de fixer les rémunérations et de fixer les promotions dans l'entreprise. Là, vous allez me dire, mais c'est pas un peu dangereux de laisser beaucoup de marge de manœuvre aux gestionnaires? Oui et non. D'un côté, ce que j'ai pu observer dans ma thèse et sur mes 2 terrains de recherche, c'est qu'il faut laisser de l'autonomie. Et de l'autre côté, il faut faire ce qu'on appelle accountability. C'est-à-dire, il faut responsabiliser les gestionnaires. Faire en sorte qu'ils rendent des comptes sur les actions qu'ils ont choisies pour vérifier qu'on obtient bien les résultats qui étaient demandés. Là, vous allez me dire, c'est bien de s'intéresser aux femmes, mais il y a d'autres populations qui souffrent, en fait, dans l'entreprise, en fonction de la couleur de leur peau, de leur handicap, etc. Et ce qui est bien dans ma thèse, c'est que mon modèle, on peut l'appliquer sur d'autres politiques. Par exemple, des politiques de diversité et d'inclusion ou des politiques de développement durable. Enfin, là, vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que c'est un homme qui s'intéresse à ce sujet? Là, je vais vous dire que j'aimerais bien vous raconter ma vie, mais je crains que ça prenne un peu de temps, et donc je pense que c'est mieux que je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Denis, pour cette 2e présentation. Enchaînons maintenant avec notre dernière candidate. Il s'agit d'Éliane Dussault, doctorat en sexologie. Et le titre de sa thèse non vulgarisée est « Le rôle de la présence attentive dans le bien-être sexo-relationnel de survivants de traumas interpersonnels en enfance ». Alors, 3, 2, 1, c'est à toi, Éliane. Merci. 1 fois, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Depuis plusieurs années, les médias regorgent d'informations quant aux bienfaits de la méditation et de la présence attentive sur la vie en général. Qu'est-ce que c'est la présence attentive? Aussi appelée pleine conscience ou mindfulness, il s'agit de l'état de conscience qui émerge quand on porte attention à nos expériences dans le moment présent sans les juger. Par exemple, je vous invite à faire un petit exercice avec moi. Si vous êtes confortable, vous pouvez fermer les yeux, puis porter toute votre attention sur votre inspiration, votre expiration, dans toute leur longueur, sans tenter de les changer. Voilà. Maintenant qu'on vient de faire une très courte méditation en présence attentive, vous pouvez revenir avec moi. De plus en plus de recherches se penchent sur les bienfaits de la méditation et de la présence attentive sur la vie intime et sexuelle, mais la plupart de ces études ont été menées auprès de couples vivant peu de détresse. Mes recherches m'ont amené à tempérer l'engouement médiatique face aux bienfaits de la présence attentive. En effet, je m'intéresse à des survivants de traumas interpersonnels en enfance. Par trauma interpersonnel en enfance, on inclut différentes formes d'abus et de négligence vécues avant l'âge de 18 ans. D'ailleurs, saviez-vous que 2 personnes sur 3 auraient vécu au moins un de ces traumas? Ça implique que pratiquement chaque personne dans la société a soit vécu un trauma interpersonnel en enfance ou aime une personne qui en a vécu. On est donc tous concernés par les manières d'en guérir.
Les survivants de traumas interpersonnels en enfance ont généralement de plus faibles capacités de présence attentive. Suite aux traumas vécus dans l'enfance, ils tendent à s'adapter en évitant les expériences difficiles. Faire de l'évitement, c'est en quelque sorte l'inverse de la présence attentive, alors que c'est précisément le fait de prendre contact avec ces expériences qui aide à guérir. Si on initie ces individus à des pratiques comme la méditation sans sensibilité au trauma, il y a un risque de générer davantage de détresse. Par ailleurs, les relations intimes, comme celles avec un partenaire amoureux ou sexuel, peuvent poser des grands défis. Parce que les traumas interpersonnels en enfance sont transmis d'un être humain à un autre, leurs conséquences se font davantage ressentir dans la vie intime des survivants. C'est là que la présence attentive intervient, parce que, pratiquée dans un contexte sensible au trauma, elle peut changer le rapport avec les situations d'intimité qui génèrent de la détresse, comme les conflits ou la sexualité. Jon Kabat-Zinn, un pionnier de la présence attentive en Occident, a déjà dit « On ne peut arrêter les vagues, mais on peut apprendre à surfer ». Les vagues, ce sont ces moments difficiles qui surviennent dans la vie de tout être humain. Considérant que les survivants de traumas interpersonnels en enfance ont davantage tendance à lutter contre les vagues de leur vie en pratiquant de l'évitement, mon idéal serait que les résultats de ma thèse leur servent de planche de surf comme d'un outil pour mieux vivre leurs relations intimes. Merci. Merci beaucoup, Eliane. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation de nos candidats. Donc, félicitations à tous pour vos présentations. Maintenant, le public, vous pouvez voter. Donc, nous allons mettre le lien dans le module clavardage pour ceux et celles qui nous écoutent sur Zoom. Et pour Facebook Live, le lien sera en commentaire. Donc, on laisse le sondage ouvert 5 minutes. Donc, vous pouvez voter seulement qu'une fois. Alors, je vous invite à rester des nôtres puisque vous allez entendre le témoignage de Mathilde Bourgeon, doctorante en sciences politiques, qui nous parlera de son parcours d'étudiante internationale, des défis rencontrés par les étudiants au cycle supérieur et des perspectives d'avenir, avec un doc en poche et bien plus encore. Donc, l'entrevue se fera durant la délibération qui devrait durer entre 20 et 30 minutes. Donc, voilà, on se revoit tout à l'heure. Donc, rebonjour à tous. Je remercie Mathilde et Florent pour l'excellente entrevue qu'ils nous ont livrée. Le parcours de Mathilde nous prouve que quand on met les pieds à l'UQAM, il est difficile d'y en sortir. Donc, le jury a délibéré et le public a voté. Nous allons annoncer les résultats dans quelques instants, mais avant, quelques remerciements. Cette finale universitaire du concours Ma thèse en 180 secondes existe grâce au soutien du vice-rectorat à la recherche, à la création et à la diffusion, du service des communications, du service de l'audiovisuel et bien entendu de nos 5 membres du jury qui nous leur donnent de leur précieux temps. J'invite maintenant Marie Lambert-Chan à nous annoncer la personne qui représentera l'UQAM à la finale nationale et qui se méritera une bourse de 750 $. La parole est à toi, Marie. Bonjour à tous. Alors, l'heureuse gagnante est Catherine Emmanuelle Drapeau. Catherine, tu nous as impressionnés. Livrer une prestation en vidéoconférence, c'est vraiment pas évident. Ça fait plus d'1 an qu'on est plusieurs à le faire, mais ta présence transcendait la caméra. La présentation était poignante, profondément humaine, livrée avec un aplomb incroyable, un propos fluide, une excellente vulgarisation des différents concepts. On a trouvé que c'était une excellente idée d'ancrer le propos avec l'exemple de Léa on a trouvé que le propos et les hypothèses étaient bien structurés, bien campés. Bref, bravo. Merci Marie et félicitations Catherine Emmanuelle. Maintenant, nous avons 2 personnes ex aequo pour le prix coup de cœur. Donc, les 2 personnes vont se partager le prix qui est une bourse de 350 $. Les nombres de votes étaient vraiment égales. Alors, il s'agit de Catherine Emmanuelle Bilodeau qui a remporté le prix du jury et de M. Paul
Ayotte. Donc, félicitations aux deux candidats. Vous méritez le prix Coup de cœur ex aequo. Félicitations. Donc, c'est ce qui met fin à cette compétition. Je félicite les personnes candidates qui ont eu le courage de se prêter au jeu et de participer à notre finale institutionnelle. On va communiquer avec les lauréats directement là, après l'événement. Et merci à vous au bureau et à la maison qui nous ont suivis en direct. On se dit à l'année prochaine.